Imagine qu'à l'intérieur de vous existe un espace sombre, étouffant, presque suffocant. Une chambre close, sans fenêtre, où vous n'avez jamais osé entrer, mais où, paradoxalement, vous avez laissé tout ce que vous craignez, rejeté ou méprisé en vous-même. Voilà la promesse que je vous fais. Si vous trouvez le courage de franchir cette porte, si vous acceptez de marcher dans ce territoire obscur, votre vie ne sera plus jamais la même. Car ce que vous fuyez le plus n'est pas seulement votre ruine, c'est aussi la clé de votre force. Carl Gustav Jung a appelé ce territoire l'ombre et nous a averti que plus elle est exclue de la vie consciente, plus elle devient noire et dense. Dès l'enfance, nous apprenons à cultiver des masques. Sourires sociaux, gestes répétés, paroles choisies avec soin pour être acceptées. Mais derrière cette surface polie demeure ce que nous ne supportons pas d'admettre, la colère que nous cherchons à dissimuler, l'orgueil qui nous fait honte, l'envie que nous feignons d'ignorer, les désirs que nous réprimons en silence. Chaque fois que nous cachons un fragment de nous-mêmes, il ne disparaît pas, il est simplement relégué dans cette chambre close. Et plus nous fermons cette porte, plus l'air y devient lourd, plus la pression s'accumule, jusqu'au jour où la serrure cède et que ce que nous évitions se retourne contre nous, en explosion d'irritation, en paroles cruelles lancées sans réfléchir, en culpabilité qui ronge comme de l'acide. Jung insistait. Le danger le plus grand ne réside pas dans le fait de savoir que nous sommes imparfaits, mais dans le refus d'admettre ces imperfections. Ce qui devient conscient peut être travaillé, corrigé, transformé. Ce qui est refoulé, en revanche, agit en secret, tel un ennemi invisible. Songez au nombre de fois où vous avez été surpris par une réaction disproportionnée, une jalousie soudaine, une colère brutale envers quelqu'un qui ne vous avait rien fait. Songez aux fois où vous avez reproché à autrui ce qui, au fond, était aussi le vôtre. Ce mécanisme de projection qui consiste à rejeter dehors ce que nous refusons en nous est l'un des tours favoris de l'ombre. Ainsi, croyons-nous que le problème vient toujours des autres, des voisins, du collègue, du politique, de l'ennemi. Et plus nous accusons le monde, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Mais l'ombre n'est pas seulement le dépôt des horreurs que nous ne supportons pas de voir. Elle recèle aussi des trésors oubliés, des instincts vitaux, de la créativité, de la spontanéité, du courage, tout ce que nous avons enterré par peur de ne pas être accepté. C'est comme une mine profonde où se mêlent pierres brutes et joyaux rares. Celui qui refuse de descendre dans ce sous-sol évite non seulement la douleur, mais aussi la richesse. En niant son ombre, on se mutile, on vit à moitié comme un acteur qui joue un rôle sans jamais oser être entier. Et voici la question qui tonne comme un éclair. Qui êtes-vous vraiment quand les masques tombent? Qui êtes-vous quand vous n'avez pas besoin de feindre la bonté, quand vous n'avez pas à vous surveiller pour paraître juste, candide, équilibré? Auriez-vous le courage de vous regarder dans le miroir et d'y voir non seulement l'image que vous désirez montrer, mais aussi celle que vous craignez le plus de révéler? Jung nous rappelait que l'ombre est ce que l'on ne veut pas être. Qu'est-ce que vous ne voulez pas être? Un lâche, un égoïste, un traître, un agresseur? Ou peut-être, et c'est encore plus troublant, ce que vous refusez d'être n'est-il rien d'autre qu'une version plus puissante, plus libre, plus créative de vous-même que vous n'osez croire possible? À chaque choix que nous faisons entre l'acceptable et l'inacceptable, nous créons une coupure intérieure. L'acceptable remonte à la surface de la conscience, tandis que l'inacceptable est relégué en bas, enseveli. Et plus nous jetons de parties de nous dans ce sous-sol, plus nous nous éloignons de notre totalité. Le résultat, c'est une vie minée de sabotages invisibles, relations détruites par des pulsions incomprises, carrière figée par manque de courage, sensation constante d'incomplétude, comme si quelque chose nous retenait en arrière, sans explication. Jung appelait cela un obstacle inconscient, une pierre sur le chemin qui fait échouer nos meilleures intentions. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Le désir sincère de changer, de vous améliorer, d'atteindre quelque chose de plus grand, et pourtant la répétition du cycle de l'autosabotage. C'est comme courir avec des chaînes aux chevilles. Ces chaînes,
ce sont les parties de vous que vous ne voulez pas voir, mais qui sont toujours là, exigeant votre attention. Plus vous les ignorez, plus elles s'alourdissent. Certains passent leur vie entière à faire semblant qu'elles n'existent pas, jusqu'au jour où un effondrement, une crise ou une perte brutale les dévoile avec violence. C'est pourquoi l'appel de l'ombre est toujours un appel à une honnêteté radicale. Reconnaître qu'en nous vivent non seulement des anges, mais aussi des monstres. Non seulement des vertus, mais aussi des vices. Non seulement la lumière, mais aussi les ténèbres. Et paradoxalement, c'est cette reconnaissance qui nous rend notre dignité. Car celui qui accepte sa propre ombre n'en est plus esclave. Il peut dialoguer, négocier, apprendre. Il peut enfin être libre. Voilà le dilemme. Ou bien nous affrontons l'obscurité en nous, ou bien nous restons condamnés à la voir projetée dans le monde, dans les ennemis que nous inventons, dans les guerres que nous répétons, dans les violences que nous perpétuons. Car l'ombre que vous refusez de reconnaître s'infiltre dans chaque mot, dans chaque geste, dans chaque décision. Jung a été clair. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La question est de savoir si nous aurons le courage de regarder en nous-mêmes et d'accepter que nous ne sommes pas seulement l'image que nous construisons pour plaire aux autres, mais aussi ce que nous cachons à nous-mêmes. Et alors reste la question suspendue dans un silence lourd, si ce que vous craignez le plus en vous est aussi la clé de votre libération, aurez-vous le courage de franchir cette porte obscure? As-tu déjà remarqué comment certains instants de la vie nous révèlent un visage que nous ne savions pas porter? C'est comme si une fissure soudaine s'ouvrait dans le miroir de la routine et que derrière l'image que nous soutenons à force d'efforts surgissait un regard étrange, dérangeant, parfois même effrayant. Cela peut arriver dans les embouteillages, lorsqu'un coup de klaxon inattendu arrache de toi une fureur démesurée. Cela peut se produire en réunion, quand la promotion revient à quelqu'un d'autre, et que, même si tu souris, tu sens la jalousie battre comme un poison secret, ou encore à la maison, quand un mot mal placé de ton compagnon ou de ta compagne réveille une cruauté silencieuse que tu n'oserais jamais admettre. Ces moments que nous préférons oublier sont les indices de quelque chose de bien plus vaste, l'ombre qui insiste pour se manifester, même quand nous la nions. Carl Jung affirmait que l'ombre est un problème moral qui met en jeu toute la personnalité, car nul ne peut en prendre conscience sans un effort moral considérable. Et cet effort n'est pas une métaphore lointaine, mais une bataille intime qui se joue chaque jour, surtout à l'âge adulte, quand l'accumulation des expériences, des frustrations et des pertes nous met face à ce que nous avons tenté de dissimuler pendant des décennies. Passé 35, 40 ans, beaucoup commencent à ressentir le poids de cette confrontation inévitable. Le corps ne répond plus avec la même légèreté. Les certitudes de la jeunesse se dissolvent. Et la solitude, jadis fantôme lointain, s'insinue dans les silences de la nuit. C'est alors que l'ombre s'approche, avec plus d'intensité. Pense par exemple à quelqu'un qui a grandi en entendant « montrer sa colère est laid, c'est une faiblesse ». Cet enseignement, répété comme un mantra, a façonné toute une vie de répression. Devenue adulte, cette personne est devenue douce, toujours disponible, incapable de dire non. Mais lors de nuits blanches, quand le silence se fait oppressant, elle ressent une colère sourde, comme un cri coincé dans la gorge. Ce n'est pas qu'elle soit devenue mauvaise, la colère n'a jamais cessé d'exister. Elle a simplement été enterrée, et parce qu'elle a été enterrée, elle a pourri, se transformant en ressentiment, en amertume, en douleur physique, qu'aucun médicament n'explique. Ce qui n'était au départ qu'une émotion légitime s'est mué en poison faute d'avoir pu respirer. Combien d'entre nous, à 40, 50, 60 ans, ne portons pas ce même fardeau? Le danger, c'est qu'en niant cette part de nous-mêmes, nous ouvrons la voie à son contrôle silencieux. Jung avertissait, tant que nous n'aurons pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous appellerons cela le destin. Combien de fois accusons-nous le destin de nos échecs sans voir que c'est l'ombre qui tire les fils en coulisses?
La femme qui n'arrive pas à sortir de relations abusives parce qu'elle craint inconsciemment sa propre force et son autonomie. L'homme qui reproduit sans cesse des comportements autoritaires parce qu'il n'a jamais affronté la peur enfantine d'être abandonné. La personne qui tombe dans la mélancolie parce qu'on lui a appris toute sa vie qu'elle n'avait pas le droit de désirer plus que ce qui lui était donné. Ces histoires ne sont pas des légendes lointaines. Ce sont des morceaux de vie que beaucoup de ceux qui m'écoutent portent dans leur poitrine. Peut-être toi, qui as grandi dans une génération où les sentiments étaient avalés à sec, sans possibilité d'expression. Peut-être toi qui as passé des décennies à travailler pour faire vivre une famille, laissant de côté tes rêves, tes blessures, tes désirs, jusqu'au jour où tu t'es réveillé sans savoir qui tu étais. Le monde change, la technologie avance, mais ce qui se passe au fond du cœur humain demeure le même. Nous restons pleins de plaies mal refermées, essayant de nous convaincre que tout va bien. Mais l'ombre n'est pas dupe de nos excuses. Elle s'insinue dans les petites irritations qui explosent sans prévenir, dans les dépendances silencieuses que nous nourrissons pour combler le vide, dans la tristesse qui s'élève comme un mur invisible entre nous et l'autre. Et plus nous vieillissons, plus il est difficile de soutenir le masque. La retraite, censée apporter la paix, ouvre parfois un gouffre, car sans le travail, nous ne savons plus qui nous sommes. Les enfants grandissent et partent, et le silence de la maison révèle ce que la routine dissimulait. La vieillesse, loin d'être seulement un âge de sagesse, peut devenir un miroir implacable de ce que nous n'avons jamais voulu affronter. Et pourtant, il y a un détail essentiel, l'ombre n'est pas seulement ennemie. Jung rappelait qu'elle recèle aussi des qualités précieuses, courage, vitalité, honnêteté radicale. Combien passent leur vie à confondre assertivité et agressivité, perdant la chance de dire ce qu'ils pensent, de défendre ce qu'ils croient, de lutter pour ce qu'ils méritent. Mais s'ils avaient regardé cette énergie refoulée, ils auraient découvert non pas un monstre, mais une force capable d'ouvrir des portes, de transformer des destins, de rendre la dignité. L'ombre ignorée est destruction, l'ombre reconnue est puissance. C'est peut-être pour cela qu'après 40 ou 50 ans, tant de gens ressentent le besoin d'un changement profond. Ce n'est pas une crise d'âge, comme on le dit souvent. C'est la vie qui réclame l'intégration. C'est l'âme qui demande que les parties oubliées, rejetées, cachées, trouvent enfin une voie. C'est le moment où le poids de ce qui n'a pas été vécu devient plus lourd que la peur du jugement. Et surgit la question qui tranche au plus profond. N'est-il pas trop tard ? Puis-je encore devenir entier après tant d'années passées à jouer seulement la moitié de moi-même ? La vérité, c'est que l'ombre se moque du calendrier. Elle attend, patiente, que nous soyons prêts. Et lorsqu'enfin nous nous tournons vers l'intérieur, nous trouvons non seulement la douleur, mais aussi un soulagement inattendu. Car il n'est rien de plus libérateur que de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être dignes d'exister. Nous pouvons être contradictoires, fragiles, intenses, faillibles, et malgré tout, complets. C'est justement l'union de la lumière et de l'obscurité qui fait de nous des humains. Alors surgit une provocation inévitable. Si ce que nous rejetons le plus en nous est aussi ce qui peut nous rendre la vitalité, combien de temps allons-nous encore fuir qui nous sommes vraiment ? Il existe des batailles que personne ne voit, mais qui consument nos forces en silence. Ce ne sont pas des guerres menées sur des champs ouverts, mais dans les couloirs étroits de l'âme. Carl Gustav Jung comparait cette plongée dans l'ombre à un travail équivalent aux 12 travaux d'Hercule, tant l'exigence imposée à la psyché est immense. Il ne s'agit pas d'un affrontement bref, mais d'une négociation longue, épuisante et parfois douloureuse. C'est comme s'asseoir face à un étranger qui, au fond, n'est autre que soi-même et entendre de sa bouche tout ce que l'on a toujours voulu éviter. À chaque révélation, l'inconfort grandit, mais avec lui s'éveille aussi quelque chose d'autre, une étrange sensation que la vérité commence enfin à émerger. Mais sommes-nous vraiment prêts à entendre cette vérité sans masque ? Combien de fois préférons-nous la distraction à cette rencontre ? Nous nous tournons vers les écrans,
les nouvelles, les routines agitées, tout cela pour éviter le vide d'être seul avec notre propre voix intérieure. Et pourtant, cette voix insiste pour nous appeler. Elle parle dans les rêves à travers des symboles mystérieux qui semblent incohérents, mais qui portent des messages urgents. Elle surgit dans un lapsus, dans une phrase dite sans réfléchir, dans une émotion qui explose au mauvais moment. Que faisons-nous lorsque l'inconscient frappe à la porte et exige d'être entendu? Beaucoup croient que le chemin est celui de la répression, comme si l'on pouvait tuer ce que l'on ne veut pas voir. Mais Jung avertissait, « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que nous tentons d'enfouir ne meurt pas. Cela enfonce seulement ses racines plus profondément. Et un jour, ces racines deviennent si fortes qu'elles fissurent le sol de notre conscience. Combien de fois avez-vous vécu des situations qui semblaient se répéter comme un cycle sans fin? Toujours le même type de relation qui échoue, toujours la même peur qui paralyse, toujours la même erreur qui revient. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est l'ombre qui réclame de l'attention. Et ici, je vous pose la question. Quel est le cycle que vous répétez sans pouvoir l'expliquer? Quel schéma revient malgré vos efforts pour y échapper? Partager ces expériences n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. En parler ouvre un espace de reconnaissance mutuelle. Combien d'entre nous sont enfermés dans les mêmes labyrinthes secrets? Laissez-moi entendre votre histoire. Peut-être que votre ombre sera un miroir pour la mienne, et la mienne pour la vôtre. C'est à ce moment qu'intervient le travail d'Hercule, dont parlait Jung, apprendre à observer nos propres réactions émotionnelles comme des signes, plutôt que comme de simples explosions incontrôlées. Quand nous ressentons de la colère, au lieu de seulement la décharger ou la réprimer, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette colère veut me montrer ?» Quand nous ressentons de la jalousie, nous pouvons écouter « Quel désir refoulé se cache ici ?» Cet acte de questionnement transforme l'émotion d'ennemi en messagère, et peu à peu, ce qui ne semblait être que douleur se révèle comme un chemin. Vous êtes-vous déjà permis d'écouter votre colère sans peur? Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre tristesse essayait de vous enseigner? Ces dialogues intérieurs ne sont pas faciles, mais ce sont des portes. Chaque émotion réprimée garde un secret sur nous-mêmes. Et peut-être est-ce précisément pour cela que tant de gens les fuient, car ils savent, au fond, que la vérité fait mal. Mais ils savent aussi que c'est la seule chance de liberté. Ce processus n'est pas seulement individuel, mais relationnel. L'ombre apparaît surtout dans le contact avec les autres. C'est quand quelqu'un éveille en nous une irritation disproportionnée, une antipathie sans raison claire, que la projection se dévoile. Nous voyons chez l'autre ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. N'est-il pas curieux que les personnes qui nous dérangent le plus reflètent souvent des aspects que nous cherchons à cacher? Et si, au lieu de haïr ou de rejeter, nous apprenions à voir ces rencontres comme des invitations à la connaissance de soi? Pensez aux discussions que vous avez eues au cours de votre vie, surtout celles qui ont laissé des cicatrices émotionnelles. Était-ce vraiment l'autre qui portait toute la responsabilité? Ou bien une partie de cette douleur n'était-elle pas aussi un message de votre ombre, implorant d'être reconnu? Reconnaître cela ne signifie pas justifier les abus ou les erreurs d'autrui, mais assumer notre part invisible de responsabilité. Une responsabilité qui, une fois embrassée, nous rend le pouvoir sur notre propre vie. Et c'est là que se produit quelque chose d'inattendu. Lorsque nous cessons de faire la guerre à l'ombre et commençons à l'éclairer, nous découvrons qu'elle n'était pas seulement ennemie. Jung disait qu'elle contient aussi des impulsions créatrices, des instincts normaux, des réactions adéquates. L'ombre est aussi un réservoir de puissance. Combien de fois n'avez-vous pas défendu une idée, de peur de paraître arrogant? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par crainte de sembler égoïste? Et si, dans ces peurs, sommeillait un courage en attente, demandant seulement à être intégré? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous appelez un défaut n'est pas en réalité une vertu mal comprise? L'entêtement qui vous a tant freiné cache peut-être la persévérance qui pourrait vous mener plus loin.
La sensibilité qui vous fait verser des larmes trop facilement est peut-être la même qui peut faire de vous une personne profondément empathique et créative. Ce que vous voyez comme une faiblesse pourrait, dans d'autres circonstances, être votre plus grande force. En fin de compte, l'ombre est une frontière. Nous pouvons tenter de la maintenir enfermée au prix d'une vie de plus en plus fragmentée, ou nous pouvons la traverser et découvrir un territoire nouveau, inattendu, souvent fertile. Et la question demeure directe. Sommes-nous prêts à franchir cette frontière? Avons-nous le courage de regarder derrière le miroir et, au lieu de fuir, de tendre la main à cet étranger qui fait partie de nous? J'aimerais entendre votre témoignage. À quel moment de votre vie l'ombre s'est-elle révélée le plus clairement? Était-ce dans un conflit familial, dans une décision professionnelle, dans un rêve troublant? Partagez votre expérience. Car l'ombre n'est pas seulement une question individuelle, c'est un miroir collectif. Plus nous en parlons, plus nous réalisons qu'au fond, nous apprenons tous à négocier avec cet hôte silencieux qui habite chacun de nous. Et peut-être est-ce précisément cela qui nous rend humains, non pas l'absence d'ombre, mais le courage de l'affronter. Après tout, comme le rappelait Jung, on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Que choisissez-vous aujourd'hui? Continuer à vivre à la merci de ce que vous refusez de voir ou faire le premier pas sur ce chemin de reconnaissance? Quand nous parlons de l'ombre, nous pensons d'ordinaire seulement à ce que nous portons en nous, aux douleurs intimes, aux contradictions secrètes qui façonnent nos choix. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'ombre ne se limite pas à l'individu, qu'il existe une ombre beaucoup plus vaste, si immense qu'elle traverse les siècles, les peuples et les cultures, et qu'elle nous enveloppe comme une chaîne invisible? Carl Gustav Jung a appelé cela l'ombre collective, le côté obscur de l'humanité, tissé non seulement de ce que chaque personne cache à soi-même, mais aussi de ce que des sociétés entières décident d'enfouir sous le silence. Regardez l'histoire, et vous verrez l'ombre collective agir comme une force souterraine. Pensez à l'Allemagne nazie, où des hommes et des femmes ordinaires qui peut-être n'auraient jamais levé la main contre un voisin dans des circonstances normales, se sont soudain retrouvés emportés par un délire de masse, commettant des atrocités qu'aucun d'entre eux n'aurait imaginé possibles à une autre époque. Ce qui s'est produit là n'était pas seulement la somme d'individus pervers, mais l'explosion d'une ombre qui, niée et réprimée par toute une nation, a trouvé l'espace pour se manifester. Le résultat fut un génocide, une guerre et une blessure que l'humanité tente encore de comprendre aujourd'hui. Mais nous n'avons pas besoin de regarder seulement le passé lointain, il suffit d'observer le présent. En 2025, nous vivons dans un monde où l'ombre collective se révèle sous de nouvelles formes. Dans la polarisation sociale, dans la haine répandue sur les réseaux, dans le refus de reconnaître des problèmes urgents comme la destruction de l'environnement et l'inégalité croissante. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des phrases comme « ce n'est pas mon problème, c'est l'affaire du gouvernement ». Cela a toujours été ainsi. Le refus d'assumer une responsabilité est l'un des signes les plus clairs de l'ombre collective. Nous fermons les yeux sur la souffrance des réfugiés, sur la faim qui persiste encore dans tant d'endroits, sur la solitude qui accable des millions de personnes âgées, et nous continuons comme si tout était sous contrôle. Mais l'est-ce vraiment? Et si le silence complice que nous maintenons face aux injustices était le même poison qui nourrit l'ombre collective? Voilà la question qui nous hante. N'est-il pas curieux que nous soyons profondément troublés lorsqu'une injustice est exposée devant nous et que pourtant nous préférions si souvent détourner le regard? C'est comme s'il existait un pacte tacite de ne pas voir, de ne pas sentir, de ne pas assumer. Et ce pacte, répété de génération en génération, se transforme en obscurité culturelle. Il existe des histoires qui nous traversent comme une coupure. Pensez aux peuples autochtones qui ont perdu leur terre, leur langue, leur culture, au nom du progrès. Pensez aux descendants des esclavisés qui portent encore aujourd'hui le poids d'un héritage de violence, d'effacement et d'exclusion.
Pensez aux survivants des guerres revenus chez eux seulement pour trouver le silence et l'indifférence. Voilà des exemples de l'ombre collective, des blessures ouvertes qui ne cicatrisent pas parce qu'elles n'ont pas été reconnues. Et voici le détail le plus troublant. Quand l'ombre collective n'est pas affrontée, elle revient, toujours. Elle revient sous forme de racisme structurel, de haine ethnique, de guerres interminables, d'épidémies de dépression et de dépendance. Elle revient comme des fantômes qui insistent à répéter l'histoire jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de briser le cycle. Nous sommes-nous déjà arrêtés pour réfléchir aux fantômes que notre société actuelle tente de cacher? Le progrès technologique, qui promettait de nous libérer, a aussi apporté de nouvelles prisons, dépendance numérique, surveillance constante, solitude amplifiée par les écrans. Nous vivons plus connectés que jamais et en même temps plus isolés. N'est-il pas révélateur que tant de personnes se sentent vides au milieu d'un tel vacarme? Ce vide ne serait-il pas le reflet de l'ombre collective que personne ne veut nommer? Il faut reconnaître que le mal n'est pas seulement externe, il n'est pas seulement chez les autres. Jung rappelait que chacun de nous doit savoir, impitoyablement, de combien de bien il est capable et aussi de combien de crimes. Le danger commence quand nous croyons que le mal est toujours dehors, quand nous nous persuadons que jamais nous ne pourrions commettre certains actes. L'histoire montre le contraire. Dans des circonstances sociales particulières, n'importe qui peut être entraîné par le collectif vers l'abîme. Ce qui nous protège, ce n'est pas la croyance naïve en notre propre bonté, mais la conscience lucide que l'ombre habite en chacun de nous. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Il est douloureux d'admettre que notre culture, nos institutions, même nos traditions religieuses et politiques portent en elles des éléments sombres que nous préférons ne pas regarder. Mais c'est seulement à travers ce regard que naît la possibilité de transformation, car lorsque le mal est nié, il croît dans les ombres. Lorsqu'il est reconnu, il perd une partie de sa puissance. Et cela vaut non seulement pour l'individu, mais pour des sociétés entières. Curieusement, les cultures anciennes comprenaient déjà ce principe. Dans certaines tribus africaines, lorsqu'une personne commettait un crime, toute la communauté se rassemblait en cercle autour de l'infracteur. Au lieu de le punir, ils passaient des jours à rappeler tous les bons gestes, toutes les qualités, toutes les contributions positives que cette personne avait offertes. L'objectif n'était pas d'ignorer l'ombre, mais de l'intégrer, en rappelant que personne n'est seulement erreur, que chacun porte aussi de la lumière. Ce rituel communautaire est un puissant rappel que l'ombre collective peut être affrontée non seulement par la condamnation, mais par la vérité et la réconciliation. Et vous, avez-vous déjà remarqué comment certaines blessures du monde résonnent directement en vous? Peut-être qu'en voyant des nouvelles de guerre, de famine, de destruction de l'environnement, vous ressentez une douleur que vous ne pouvez expliquer. Parce qu'au fond, cette douleur n'est pas seulement celle de l'autre, elle est aussi la vôtre. L'ombre collective palpite en chacun de nous, et plus nous la nions, plus nous devenons complices du silence qui la nourrit. Que se passerait-il si nous commencions à parler ouvertement des horreurs que nous avons héritées en tant qu'humanité? Que changerait-il si, au lieu d'oublier, nous nous souvenions? Si, au lieu de nier, nous assumions? Peut-être découvririons-nous que, derrière l'obscurité, existe une chance de libération. Peut-être comprendrions-nous qu'il ne s'agit pas seulement de porter des culpabilités, mais de transformer ce poids en responsabilité créatrice, en nouveaux choix qui ne répètent pas les mêmes erreurs. L'avenir de l'humanité peut dépendre du courage d'affronter cette ombre collective. Car, si nous ne le faisons pas, elle continuera à se manifester de plus en plus intensément, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la répétition. La véritable question est, sommes-nous prêts à cette confrontation? Ou allons-nous continuer à faire semblant de ne pas voir, jusqu'à ce que le monde entier devienne le reflet de ce que nous avons refusé de reconnaître? Il existe des moments dans l'histoire où l'obscurité ne peut plus être cachée. Elle explose avec une brutalité telle qu'elle laisse des cicatrices sur des générations entières. C'est alors que nous comprenons que l'ombre n'est pas seulement un détail psychologique,
mais une force capable de façonner les destins collectifs et individuels. Carl Gustav Jung nous avertissait « Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille ». Mais regarder à l'intérieur n'est pas un choix confortable. C'est faire face aux fantômes hérités du passé et à ceux que nous avons nourris en silence tout au long de la vie. Lorsque nous nions l'ombre personnelle, elle nous domine par de petits sabotages, par des impulsions inexplicables, par des relations qui échouent toujours pour les mêmes raisons. Lorsque nous nions l'ombre collective, elle se révèle dans les guerres, les oppressions, les massacres, dans des horreurs qui semblaient inimaginables jusqu'au moment où elles sont devenues réalité. Le nazisme, l'apartheid, le génocide arménien, le génocide rwandais, l'esclavage qui a soutenu des empires entiers, tout cela témoigne que le mal non reconnu revient avec une force démesurée. Le prix du silence est toujours plus élevé que le coût de la vérité. Mais peut-être le plus troublant est de constater que cette obscurité n'appartient pas seulement au passé. Elle se manifeste ici et maintenant, en 2025, quand des sociétés entières préfèrent encore la négation à l'affrontement. Nous vivons à une époque où le progrès technologique coexiste avec des crises humanitaires, où l'abondance d'informations ne nous protège pas de la désinformation, où la promesse de liberté coexiste avec de nouvelles formes d'emprisonnement. L'ombre collective palpite dans chaque polarisation politique, dans chaque discours de haine sur les réseaux, dans chaque indifférence quotidienne devant la souffrance d'autrui. Nous faisons semblant de ne pas voir, mais nous sentons le poids de ce pacte silencieux dans nos propres angoisses, dans nos insomnies, dans notre sentiment diffus de vide. Et voici la grande question. Sommes-nous condamnés à répéter indéfiniment les mêmes erreurs? Jung affirmait que nul éveil de la conscience n'est possible sans douleur. Peut-être sommes-nous exactement à ce point, l'humanité éprouvant des douleurs de plus en plus intenses, non comme punition, mais comme appel. Un appel à mûrir, à assumer des responsabilités, à franchir le seuil entre l'illusion de pureté et le courage de la totalité. L'ombre nous force à reconnaître que nous ne sommes pas des anges, mais que nous ne sommes pas seulement des monstres non plus. Nous sommes les deux, et ce n'est qu'en acceptant cette condition paradoxale que nous pouvons commencer à bâtir quelque chose de nouveau. Au niveau individuel, cela signifie abandonner l'illusion de perfection. Combien d'entre nous passent leur vie à vouloir paraître meilleurs qu'ils ne le sont vraiment, seulement pour soutenir un masque qui, à la fin, pèse davantage que n'importe quelle faiblesse? Combien cachent leur colère, leur envie, leur vanité, comme si ces sentiments étaient une preuve d'indignité? Mais les réprimer ne nous rend pas plus purs, seulement plus vulnérables aux explosions de ce que nous prétendons ne pas exister. Assumer l'ombre, c'est dire « Oui, moi aussi je ressens cela, oui, moi aussi je me trompe, mais c'est précisément pour cela que je peux choisir autrement. » Cette honnêteté radicale nous libère du jeu des apparences et nous rapproche d'une vie plus authentique. Au niveau collectif, le défi est encore plus grand. Une société ne commence à se transformer que lorsqu'elle accepte de regarder en face ses propres fautes historiques. C'est pourquoi tant de mouvements de mémoire et de réparation sont douloureux mais nécessaires. Visiter les camps de concentration, se souvenir de l'esclavage, parler des dictatures et des violences d'État, ce n'est pas rouvrir de vieilles blessures, c'est éviter qu'elles ne deviennent éternelles. Lorsqu'une nation choisit l'oubli, elle choisit aussi la répétition. Et lorsqu'elle choisit la vérité, même amère, elle ouvre la possibilité de la réconciliation, de l'apprentissage, de l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais peut-être la réflexion la plus difficile est la suivante. Chaque individu est un pont entre l'ombre personnelle et l'ombre collective. Lorsque tu réprimes tes peurs, tes douleurs, tes impulsions, tu deviens plus vulnérable à être entraîné par des délires collectifs. C'est ainsi que tant d'hommes ordinaires dans l'Allemagne des années 30 se sont trouvés capables d'atrocités. En niant leurs propres ombres, ils ont été engloutis par l'ombre d'une nation entière. Il n'existe pas de mur qui sépare l'individuel du collectif. Ce que nous laissons irrésolu en nous trouve toujours une manière de se manifester à l'extérieur. Et voici le renversement. L'inverse est aussi vrai.
Chaque fois que quelqu'un a le courage de regarder à l'intérieur, d'affronter son obscurité, de reconnaître ses fautes sans se détruire pour elles, il contribue à illuminer le collectif. Le courage d'un seul devient inspiration pour d'autres. Le silence brisé d'une voix ouvre l'espace à de nouvelles voix. L'ombre ne domine que lorsqu'elle est invisible. Quand elle reçoit un nom, quand elle est amenée à la lumière, elle perd son pouvoir absolu. Ce n'est pas un chemin rapide. C'est un processus de toute une vie qui exige discipline, patience et surtout humilité. C'est accepter que nous ne serons jamais parfaits, mais que nous pouvons être entiers. C'est comprendre qu'il n'y a pas de guérison sans blessure, pas de réconciliation sans confrontation, pas d'évolution sans descente dans les profondeurs. Le mythe d'Héraclès, si souvent cité par Jung, nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans l'évitement des monstres, mais dans leur affrontement et dans l'apprentissage qu'ils apportent. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu, la question devient inévitable. Que pouvons-nous faire de ce savoir ? Comment transformer la réflexion en action, la conscience en pratique, la peur en courage ? Si jusqu'ici nous avons parcouru les ombres de l'âme et de la société, l'étape suivante est de décider comment marcher dans ce territoire sans nous perdre. Car il ne sert à rien de reconnaître l'obscurité si nous ne savons pas comment l'intégrer concrètement dans notre vie quotidienne. Peut-être que c'est précisément l'invitation la plus profonde de Jung, transformer la théorie en expérience, l'intuition en geste, la pensée en pratique. Et cette pratique commence en chacun de nous, dès maintenant. Es-tu prêt à faire ce pas ? Nous sommes arrivés au point où toute réflexion doit se transformer en pratique. Regarder l'ombre, comprendre sa présence dans nos vies et l'apercevoir dans sa dimension personnelle et collective n'était que le début. Le véritable défi commence maintenant. Transformer cette connaissance en chemin, en expérience concrète capable de changer notre manière de vivre au quotidien. Comme le rappelait Carl Gustav Jung, on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Il est temps de traduire cette conscience en gestes, en attitudes capables de générer une véritable transformation. Le premier exercice est simple, mais demande du courage. S'observer sans masque. Il ne s'agit pas de surveiller chaque action comme un juge impitoyable, mais de prêter attention aux petites réactions qui surgissent dans la vie de tous les jours. Quand tu ressens de l'irritation, de l'envie ou de la peur, ne les refoule pas dans l'inconscient comme si c'était une honte. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cela révèle vraiment de moi ? Cette question ouvre des brèches vers la compréhension de l'ombre. Tenir un journal émotionnel en notant ces moments est une façon concrète de rendre visible ce que nous préférons cacher. Le deuxième chemin est le travail avec les rêves. La psyché s'exprime par des symboles. Et dans les rêves, nous retrouvons des fragments de ce qui n'a pas encore sa place dans la conscience. Note les détails dont tu te souviens au réveil. Images, personnages, sensations. Jung disait que l'ombre apparaît souvent sous la forme d'une figure critique ou provocatrice qui nous oblige à affronter des vérités dérangeantes. En relisant tes notes, tu remarqueras des motifs qui jusque-là t'échappaient, des messages cachés qui indiquent ce qui doit être intégré dans ta vie éveillée. Le troisième exercice consiste à créer un dialogue symbolique avec ton ombre. Prends une feuille et écris-lui une lettre en exprimant tout ce que tu ressens. Peur, colère, résistance. Ensuite, change de perspective et réponds comme si tu étais l'ombre elle-même. Ce processus, connu sous le nom d'imagination active, peut apporter des révélations inattendues. C'est une manière de donner une voix à ce qui est resté trop longtemps silencieux. En permettant cet échange, tu transformes l'ennemi intérieur en interlocuteur. Et de cette relation peut naître une force créatrice. Le quatrième mouvement est la pratique de la vérité dans les relations. Combien de fois as-tu cédé alors que tu voulais refuser ? Combien de fois as-tu souri extérieurement alors que tu brûlais intérieurement ? Cette habitude renforce le masque et alourdit l'ombre. L'invitation ici est simple et révolutionnaire. Dis la vérité, même avec douceur. Exprime ce que tu ressens, assume tes besoins, ose poser des limites.
L'authenticité dans le contact humain est l'un des moyens les plus puissants d'intégrer l'ombre, car elle l'empêche de se manifester uniquement par des explosions ou des rancunes cachées. Le cinquième pas est d'élargir la conscience à la dimension sociale. Il ne suffit pas de s'observer soi-même, il faut aussi reconnaître où agit l'ombre collective. Elle se manifeste dans le racisme, l'intolérance, l'exclusion, le silence face aux injustices. Prendre sa part de responsabilité signifie refuser d'alimenter ce pacte d'indifférence. Des actions simples, soutenir des initiatives de réparation, écouter des récits réduits au silence, s'instruire sur les traumatismes collectifs, sont déjà des façons d'éclairer ce qui est resté dans l'ombre. Quand une personne choisit de ne pas détourner le regard, elle ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. Le sixième exercice est d'abandonner l'illusion de la perfection. Le but n'a jamais été de devenir irréprochable, mais entier. Accepter qu'en nous cohabitent des contradictions, des désirs opposés, des lumières et des ombres. La quête de l'impeccabilité ne fait que renforcer le masque et nous éloigner de l'authenticité. La véritable liberté naît lorsque nous pouvons dire « Je suis imparfait, mais je suis réel ». C'est à ce moment-là que la vie devient plus légère, plus vraie, plus humaine. Et par où commencer ? N'attends pas les conditions idéales. Commence petit. Prends quelques minutes chaque jour pour écrire sur tes émotions. Note un rêve par semaine. Choisis une situation où tu as tendance à te taire et essaie de parler avec honnêteté. Pose un geste concret pour soutenir une cause en laquelle tu crois. C'est pas simple, pratiquer avec constance, prenne racine en profondeur. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de persévérance. C'est dans la répétition quotidienne que l'ombre perd son pouvoir de domination et commence à s'intégrer comme une partie vivante de ce que nous sommes. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des résistances, des doutes. Mais chaque tentative de regarder à l'intérieur ouvre un espace de transformation. L'ombre cesse d'être ennemie et commence à se révéler comme gardienne de dons oubliés. Courage, créativité, vitalité. L'obscurité, une fois éclairée, ne nous menace plus. Elle devient source d'énergie pour la vie. Si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, si cela a ravivé des souvenirs, des réflexions ou même des inconforts, partage ton expérience dans les commentaires. Ton vécu peut résonner avec d'autres personnes qui suivent le même chemin. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Aime cette vidéo pour que ce message touche davantage de monde et surtout, apporte à ton quotidien ces petits gestes d'intégration. L'ombre ne disparaît pas, mais elle peut devenir une alliée. Le premier pas est devant toi et toi seul peux choisir de le faire maintenant.